Je passe la parole sans plus de transition à Flora Verne qui va maintenant tirer le fil de la pelote. Bonjour. Donc moi je vais vous parler je vais essayer de proposer une typologie des communs. Alors j'attends que le PowerPoint s'affiche, hein, bien évidemment. Cette typologie des communs, alors qui a déjà été esquissée un petit peu par Bruno dans le contexte savoyard plus particulièrement. Moi je vais essayer de proposer une typologie des communs un peu plus étendue. Ce serait bien qu'on voit le PowerPoint sur nos écrans aussi, si possible. Donc moi, je vais essayer de proposer une typologie des communs un petit peu plus étendue, qui ne se limite pas en fait à la distinction public-privé, qui bien souvent transcende cette distinction. Non, ce n'est pas le bon PowerPoint. Désolée. Dit celui-là. Voilà. Merci. Donc, une typologie des communs. Merci. Voilà, donc cette typologie des communs, en fait, je voudrais d'abord commencer par rappeler un petit peu d'où viennent les communs qu'on trouve en France. Alors j'en ai exclu un certain nombre de ma présentation parce que le temps qui m'était imparti était assez limité. J'ai exclu notamment toutes les propriétés, tous les communs fonciers en fait qui reposaient sur l'eau, donc les étangs, les marais, ce genre de questions qui ont été relativement moins étudiées. Mais si on regarde d'une manière générale et en incluant justement ces exemples que dont je ne parlerai pas aujourd'hui, les sources, les origines, en fait, les sources juridiques de ces communs fonciers, on en a trois principalement. La première, c'est le droit féodal. Donc, en fait, on a un certain nombre de communs fonciers qui sont fondés sur des titres émanés des seigneurs. Et c'est des titres qui, parce qu'ils ne créaient pas de relation d'inféodation, n'ont jamais été abolis. En fait, ils n'ont pas été touchés par l'abolition des privilèges et de la féodalité. Et parmi ces communs fonciers, on trouve notamment un certain nombre de pâturages communaux ou de droits sur les terres vaines et vagues qui ont été concédés par des seigneurs. Et donc, dans les décisions de justice, on va trouver une référence à un titre de 1400 quelque chose concédé par le seigneur du coin aux habitants de la commune. Deuxième source, on a du droit coutumier. Le droit coutumier, en fait, c'est un droit donc, qui n'est pas émané d'un titre en particulier, mais c'est une pratique qui était commune, il n'y a pas forcément de texte, et cette pratique commune, elle est encore reconnue aujourd'hui par nos juridictions. Donc on n'a pas de titre, on n'a pas de loi, on n'a pas de texte, mais la jurisprudence reconnaît que ça fait 600 ans qu'on fait comme ça et on ne va pas changer ce droit. Donc là, on trouve par exemple des exemples sur la gestion, la gouvernance collective des étangs ou encore des montagnes. Et la troisième source, peut-être plus surprenante de communs, c'est le droit civil. On peut avoir des communs fonciers assez anciens, hein, je ne parle pas d'initiatives contemporaines, hein. On peut avoir des communs fonciers assez anciens qui émanent du droit civil, donc d'un contrat de droit privé, d'une situation de droit privé. Souvent, c'est même pas des contrats, hein, c'est juste des situations, des configurations foncières qui vont faire que, à partir même de propriétés privées, on va se retrouver avec un commun foncier parce qu'on ne peut pas gérer les biens autrement. Et donc, on va avoir un certain nombre d'exemples de communautés qui se sont formées autour de biens nationaux qui ont été acquis au moment de la Révolution ou de communautés qui sont accessoires à un certain nombre de biens. Et en fait, quand je fais le tour de ces sources, la plupart des sources sont des sources de droit privé. Donc, les communs fonciers, pour la plupart, ne relèvent pas, ou en tout cas, dans leur naissance, ils ne relèvent pas du droit public, mais du droit privé. Et ce sont des sources qui sont mal reconnues ou mal menées par le droit français, notamment par cet article 544 du Code civil. Si on peut passer à la slide suivante, merci. Alors pourquoi est-ce qu'on établit une typologie ? Eh bien parce que le seul texte qui porte sur les communs dans le Code civil, c'est l'article 542, qui nous dit « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». Alors, comme les sections de communes sont aujourd'hui les communs fonciers les plus connus, on va se dire ce texte renvoie aux sections de communes. En fait, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que ce texte, il impose simplement une condition, c'est que les biens communaux doivent profiter aux habitants d'une commune ou de plusieurs communes. Donc on n'est même pas forcément dans les limites strictement administratives.
Ensuite, ce sont des biens qui peuvent appartenir aux habitants ou dont les habitants peuvent simplement percevoir les fruits. Donc en fait, cet article nous laisse une très grande liberté dans la conceptualisation de ce que constituent les biens communaux. Cet article ne prescrit pas non plus de régime, donc on peut avoir une diversité de régimes absolument incroyable. Et on peut même avoir, éventuellement, on verra qu'on en a, des communs fonciers en fait, qui ne relèvent pas de l'article 542, qui dépassent un petit peu le strict cadre de ce texte et qui néanmoins existent en droit français. Alors, la typologie que je vais vous proposer, ce n'est pas tout à fait la même que celle de Bruno, mais elle la recoupe pour certains points. Je vais tout d'abord vous parler des communautés de propriétaires privés. Alors, ça pourra surprendre. On en a un certain nombre et on en a qui sont très belles. Donc, les communautés de propriétaires privés, en général, c'est fondé soit sur un titre féodal, soit sur du droit privé, c'est-à-dire sur de la propriété assez classique. Alors, les exemples dont je vais vous parler sont fondés sur la propriété. Alors, comment est-ce qu'on fait à partir de la propriété pour avoir un commun foncier ? Eh bien, il suffit simplement qu'on ait donc une forme de propriété collective, une forme de propriété dans laquelle on va avoir plusieurs personnes qui sont propriétaires ensemble et qui ne soient pas soumises au régime de l'indivision, parce que le régime de l'indivision induit le droit absolu au partage, et si on a le droit absolu au partage, eh bien, on n'a plus de communauté. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir exclure le droit au partage, on pourra avoir des communs fonciers sur de la propriété privée, parce qu'on aura une jouissance et une gouvernance qui sont collectives et l'impossibilité de partager. Le deuxième type de commun foncier dont je voudrais vous parler, c'est les clubs privés, donc des communautés qui sont organisées en clubs, qui pour le coup sont toutes issues du droit coutumier, sont reconnues par la jurisprudence et qui ont la particularité de fonctionner, c'est ce que je vais appeler des proto-sociétés, c'est-à-dire qu'on a un système de parts, chaque personne a des parts dans la société et les parts vous confèrent un certain nombre de droits. Mais elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, donc ce ne sont pas des sociétés, ni des associations, ni aucune forme juridique connue. Et le troisième type de commun foncier dont je voudrais vous parler, c'est les communautés usagères restreintes aux seuls habitants. Donc c'est vraiment les communautés de l'article 542 dans lesquelles on a une condition de résidence, c'est-à-dire que le commun foncier, en fait, profite aux gens qui habitent dans une certaine localité. Donc ils n'ont pas un titre individuel qui leur permet d'en jouir, ils ont simplement leur qualité d'habitant, en fait, qui ouvre des droits sur le commun foncier. Et là, on a une plus grande diversité d'origines, on a des titres féodaux, du droit coutumier, du droit privé, on a un petit peu toutes les situations possibles. Alors aujourd'hui, ce sont des communautés qui sont seulement usagères, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas propriétaires de leurs terres en général. Donc c'est des communautés qui vont finalement venir grever une propriété privée, communale ou étatique. On a toutes les situations. Donc les biens de section, en fait, finalement, c'est les biens de la section qui sont une propriété publique, mais on peut avoir également des communautés usagères sur des biens qui sont détenus en propriété privée ou qui relèvent de la dominalité publique d'État. Voilà, et donc ce sont des communautés, on le verra, qui sont établies au profit de l'universalité des habitants. Alors, premier cas, je crois que nous n'avons pas la dernière version Oui, voilà, premier cas. Voilà, premier cas, donc, les communautés de propriétaires privés. Alors, les communautés de propriétaires privés, c'est des communautés qui relèvent typiquement de l'article 544, le droit privé de propriété classique de notre Code civil. Simplement, on va avoir des parcelles qui sont interdépendantes et qui ne sont pas soumises au régime de l'indivision, donc qui ne sont pas soumises à la règle du partage de l'article 815 du Code civil. Et parce qu'on ne peut pas partager ces propriétés, on va être obligé d'organiser une jouissance collective. On ne peut rien en faire si on n'accepte pas de jouir ensemble. Alors, deux exemples. Premier exemple qu'on trouve un petit peu sur tout le territoire, c'est des communs fonciers par accessoires. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, plusieurs champs, plusieurs propriétés foncières, et entre ces propriétés, vous avez un chemin, une cour. En fait, un accessoire, quelque chose qui va être nécessaire à toutes les exploitations qui sont autour. Bien, cet accessoire, en fait, dans notre droit commun, c'est reconnu par la jurisprudence un petit peu partout, cet accessoire est considéré comme étant en indivision, ou plus exactement en copropriété forcée et perpétuelle, c'est-à-dire que c'est une copropriété qu'on ne peut pas partager, ce qui va induire nécessairement l'organisation d'une gouvernance commune. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain nombre de communs comme ça qui sont d'origine coutumière. Donc, dans le pays aixois, on a les Patek, dans le Toulousain, on a le Patus,
Dans le Poids-de-Vin, c'est des quéreux. En fait, ce sont exactement la même chose, mais ce sont les noms locaux coutumiers qui ont été donnés à ces dépendances en fait, de propriété privée. Le deuxième exemple dont je voudrais vous parler, c'est un très très bel exemple qu'on est allé visiter sur le site, c'est les volcans du Puy-de-Dôme. Les volcans du Puy-de-Dôme, alors pour partie sont des biens de section et une autre partie des volcans sont ce qu'on appelle des biens non délimités. Alors les biens non délimités, alors dans ce cas-là, en fait, l'origine c'était le rachat en commun des biens nationaux par les paysans. Mais le principe des biens non délimités, en fait, c'est qu'on a une grande parcelle qui est délimitée au cadastre. Et à l'intérieur de cette grande parcelle, il y a différents titres de propriété privée, donc sur des parcelles qui vont faire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Simplement, on ne sait pas où se situent ces petites parcelles dans la grande parcelle. Donc en fait, les propriétaires, ils ont un titre de propriété privée, article 544, simplement, ils ne savent pas où se trouve leur parcelle dans un ensemble plus grand. Et ça fait que en fait, nos propriétaires, ils sont obligés de s'entendre, parce qu'ils ne savent pas où est leur parcelle. Ils ne sont pas en indivision, donc ils ne peuvent pas demander le partage. Le bornage n'est pratiquement pas possible. Sur les volcans, on a, je crois, 800 hectares et 400 propriétaires ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on ne peut pas faire un bornage parce qu'ils vont se battre pendant des siècles avant d'arriver à trouver un point d'entente. Surtout que les volcans, toutes les terres ne sont pas arables, on peut pas, voilà, toutes les terres ne sont pas égales. Donc on ne peut pas faire un bornage, ça coûterait beaucoup trop cher. Et finalement, ils sont obligés de s'organiser, d'organiser une gouvernance commune. Et eux, ils se sont organisés en forme d'association. Et ils ont réussi quand même à peser assez significativement sur les pouvoirs publics, puisqu'ils sont au cœur du parc des volcans. Ils sont dans une zone qui est protégée. Et donc, ils ont réussi à faire valoir leurs droits, notamment contre l'exploitation commerciale des sites. Donc voilà pour les exemples vraiment de droit privé de l'article 544 pour montrer un petit peu que la propriété privée, ce n'est pas nécessairement une propriété individualiste. Le deuxième cas dont je voudrais vous parler, c'est les communautés qui sont organisées en clubs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des proto-sociétés, c'est-à-dire que ça ressemble à une société, c'est divisé en parts, on peut céder ses parts, il y a un commerce des parts. Simplement, il n'y a pas de personnalité morale, il n'y a pas d'immatriculation, donc des fois ça pose des problèmes au niveau administratif, parce qu'ils ne peuvent pas faire un contrat avec telle ou telle administration. Et ce club privé, bien évidemment, il a des règles de gouvernance, comme n'importe quelle société, donc ici proto-société, il y a des règles de gouvernance qui sont prévues. Alors, généralement, c'est des situations qui sont coutumières, donc c'est des règles de gouvernance qui sont reproduites depuis des siècles dans ce club privé. Et on n'est pas nécessairement sur une propriété entièrement privée. Donc on a déjà une certaine diversité de régimes dans ces clubs privés. Je vais prendre 3 exemples. Le premier qui a déjà été évoqué, c'est la bourgeoisie, donc notamment la bourgeoisie de Saint-Gingolph, qui est assez unique en France, dans lesquelles en fait, les parts des propriétaires s'appellent des rappes. Et la rappe, ça confère un certain nombre de droits sur les pâturages et plus particulièrement sur le prélèvement du bois, parce qu'ils ont des très grosses exploitations de bois sur ce commun foncier. Et donc, la propriété en fait, du sol, le sol appartient à la société bourgeoisiale, société qui n'est pas immatriculée. Donc, ce qui a posé de nombreux problèmes. Ils sont en train, évidemment, d'essayer d'obtenir la personnalité morale parce que les impôts ont du mal. Voilà. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, en Savoie. Alors, c'est un exemple qui est un petit peu en désuétude. En Savoie, on a ce qu'on appelle des fonds de vache. Et le fond de vache, en fait, c'est un petit peu pareil. On a une montagne qui est collective et sur laquelle différents éleveurs vont avoir des têtes de vache. Et la tête de vache, c'est l'unité de compte. Et en fait, en fonction du nombre de têtes de vache qu'on a, on peut amener un certain nombre de vaches, évidemment, à pâturer sur la montagne. Et là, c'est un petit peu différent parce que, en fait, ce sont simplement des droits usagers. Donc, ils se répartissent en fait l'utilisation de la montagne comme pâturage, mais la montagne peut être une propriété collective, une propriété privée, une propriété sectionnelle. En fait, la montagne peut être soumise à n'importe quel régime juridique. On n'est pas nécessairement sur la propriété privée, contrairement à la bourgeoisie de Saint-Gingolph. Le troisième exemple dont on reparlera tout à l'heure, donc je vais en parler très très brièvement, c'est le Cayolar en Pays de Soule, donc c'est dans le Pays Basque, dans lequel en fait on a des parts de bergers, et c'est pareil, les parts de bergers vous permettent d'envoyer un certain nombre de moutons en pâture,
Et le caillolard, en fait, a une particularité, c'est que les caillolards, en général, sont situés sur des terres communales ou sectionnales. Donc ce sont des terres dont la jouissance est déjà attribuée aux habitants de la commune. Et simplement, les titulaires de parts de berger, ils vont avoir un droit exclusif à certaines périodes de l'année d'envoyer leurs moutons en pâture. Donc c'est un droit exclusif sur une propriété déjà collective par ailleurs. Donc on est dans un niveau assez complexe, en fait, de gouvernance entre les différents acteurs. La troisième situation dont je voudrais vous parler, qui nous prendra un petit peu plus de temps, c'est la plus fréquente en fait en pratique, ce sont les communautés usagères, donc restreintes aux seuls habitants, un petit peu celle de l'article 542. Et donc, comme le disait Bruno tout à l'heure, en fait, on a un droit d'usage à titre réel, donc c'est ce qu'on appelle les servitudes usagères dans une certaine jurisprudence. Alors pourquoi je dis que c'est un droit d'usage à titre réel ? Eh bien, on pouvait auparavant en être propriétaire, évidemment, de ces biens, mais aujourd'hui, la propriété est vraiment en train de s'éroder et on n'a plus que des droits d'usage, comme l'expliquait Bruno. Donc, cette espèce de servitude établie au profit des habitants de la commune, donc dans laquelle il n'y a pas de fonds dominant véritablement parlé, il y a simplement une communauté qui bénéficie de la servitude, eh bien, elle implique une gouvernance interne, donc une gouvernance propre à la communauté, et une gouvernance externe, puisque aujourd'hui on a la communauté et le propriétaire, donc il y a forcément des relations entre, par exemple, la section et entre les habitants et la section qui va pouvoir gérer un petit peu leurs biens. Donc on va avoir des gouvernances un peu plus complexes du fait qu'on a cette dualité en fait entre usage et propriété. Alors je voudrais commencer par vous donner des exemples méconnus et des exemples qui ne sont pas des sections de communes justement. Alors, premier exemple, on en a beaucoup parlé cet été, c'est la forêt de la Teste de Buch, vers Bordeaux, donc qui a brûlé cet été malheureusement. Et en fait, sur cette forêt, on a encore, puisque c'est toujours le cas, une propriété privée du sol. Donc il y a un certain nombre de propriétaires privés qui possèdent le sol de la forêt, qui possèdent les arbres résiniers, parce que c'était une forêt d'exploitation de la résine. Et les habitants, par contre, ont un droit de jouissance sur le bois, et donc notamment, ils peuvent prélever du bois de construction. C'est assez rare, les droits de prélever du bois de construction. Et donc, on a en fait une communauté usagère. Ils ont simplement l'usage de la forêt, ils n'en ont pas la propriété, mais on est dans un rapport entre des propriétaires privés et la communauté usagère. Un autre exemple, pour montrer un petit peu la diversité de ces communautés usagères, c'est la forêt domaniale de Dabo. Alors la forêt domaniale de Dabo, c'est une autre bourgeoisie, dans laquelle on a ce qu'on appelle un droit au bois bourgeois, donc c'est un droit, là encore, de ramasser du bois. Simplement, la forêt de Dabo, c'est une propriété étatique. Donc c'est une forêt qui appartient à l'État. Donc on n'est pas du tout sur un bien de section, on est sur une propriété publique qui appartient à l'État. Troisième exemple, un petit peu dans la même veine, qui a été évoqué tout à l'heure par Bruno, c'est les communaux-cultifs. Les communaux-cultifs en Savoie, donc c'est un droit de jouissance héréditaire pour les habitants, sauf que cette fois, il est exercé sur les terres communales et non pas sur les terres sectionnales. Donc on est sur des terres qui relèvent du domaine privé de la commune et sur lesquelles la commune, en fait, confère aux habitants un droit de jouissance exclusive et héréditaire, donc d'un petit lopin de terre, en fait, qui est effectivement le cantonnement d'un droit sur un commun plus ancien. Donc on peut avoir un certain nombre de situations qui ne sont pas du tout celles des biens de section. Et je voulais en parler pour mettre un petit peu plus en relief le cas des biens de section, justement. Donc les biens de section, je rappelle, c'est des biens qui sont sciés sur un territoire propre, aujourd'hui rattachés au territoire d'une ou plusieurs communes, ce qui en montre bien l'artificialité. En fait, on avait un territoire, bon, aujourd'hui il se trouve sur X communes, mais il n'est pas au départ lié à la commune. Et historiquement, en fait, si on veut faire une analyse historique de ces biens de section, eh bien, on pourrait tout à fait considérer que ce sont des communautés foncières non personnifiées, alors pas vraiment des proto-sociétés, parce qu'il n'y a pas de système de parts, mais ce sont des communautés non dotées de la personnalité morale au départ, dans lesquelles les habitants pris ut universi, donc c'est-à-dire la totalité des habitants, l'universalité des habitants, ont la propriété ou la jouissance, et ensuite, à l'intérieur de la communauté, eh bien, chaque habitant va exercer à titre personnel et individuel un droit de jouissance. Donc les habitants dans leur ensemble bénéficient d'une servitude sur les terres ou sont propriétaires des terres et chaque habitant individuellement peut exercer son droit d'usage et donc récolter du bois ou envoyer ses bêtes en pâture.
Et ces biens de section, eh bien, on les a un petit peu dilapidés. Hein. Il y a eu une attraction du droit public assumée, hein, une vampirisation par le droit public, une expropriation qui ne dit pas son nom. Donc le Conseil d'État, en 1986, nous dit, et je cite la décision parce qu'elle est parfaitement contradictoire, « Les habitants du hameau de la Solsotte sont seuls propriétaires de la forêt ». Donc le hameau constitue une section de commune, donc ces bois sont les propriétés de la section de commune. Les habitants sont propriétaires, donc la section de commune est propriétaire. On a un passage en fait de la propriété, alors qui n'est pas une propriété privée, c'est une propriété collective de la communauté des habitants. S'ils déménagent, ils ne sont plus propriétaires, et si quelqu'un emménage, il devient propriétaire. On n'est pas dans le paradigme de 544, mais on a une propriété. Qui n'est pas privée, hein, je le rappelle, et le mot n'est peut-être pas adapté, mais on a une forme de propriété en tout cas. Qui l'aurait totalement retiré, et maintenant on dit bah, c'est la propriété de la section de commune, personne morale de droit public depuis 2013. Donc voilà, on a cette vampirisation du droit public, et cette vampirisation par le droit public, en fait, ça explique qu'on a une gouvernance qui est de plus en plus dominée par le conseil municipal, au lieu d'être la gouvernance par les habitants eux-mêmes, et on a même un certain nombre de textes qui permettent de transférer à la commune des biens de la section, alors que initialement, en fait, les biens de la section, comme ils appartenaient à un collectif d'habitants, bien tant qu'il n'y avait pas eu de prescription extinctive par le non-usage, ils étaient inaliénables et hors commerce. Et le non-usage était très difficile à caractériser parce qu'il suffisait qu'il y ait une personne qui exerce ses droits pour qu'il les conserve pour tout le monde. Donc on observe en fait que nos communautés usagères, eh bien, donc déjà les biens de section qui étaient parfois des propriétés collectives sont devenus des communautés usagères puisque finalement on leur a enlevé leur propriété, on l'a donné à la section de commune, personne morale de droit public. Donc on est en train un petit peu de vampiriser, de détruire ces propriétés collectives à chaque fois qu'on peut les attirer dans le giron du droit public. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a beaucoup de mal en droit à conceptualiser les communautés non personnifiées. Hein, on a beaucoup de mal, en fait, dès qu'on n'a pas une personne morale, on est perdu. Personne morale ou personne physique. On a beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il y ait une propriété ou une jouissance collective. Hein. D'ailleurs, on se dit même, c'est pas de la propriété, on ne peut pas employer le mot propriété parce que sinon personne ne va nous comprendre. La solution qu'on a trouvée en France, c'est l'attraction du droit public, l'attraction des modes de gouvernance du droit public au lieu de laisser ça aux communautés. Petit problème toutefois, il y a un certain nombre de communs fonciers qui échappent à cette attraction du droit public. Tous ceux que j'ai mentionnés auparavant, les proto-sociétés, donc les clubs privés qui fonctionnent avec des parts qui sont reconnus par la coutume, ne peuvent pas faire l'objet d'une attraction par le droit public. Parce qu'il n'y a pas le mot commune dedans. On n'est pas en train de dire ce sont des biens communaux, donc par rapprochement d'idées, ou d'une certaine manière, c'est lié à la commune, voilà, on ne peut pas. Les propriétés purement privées, on ne peut pas les faire entrer dans le giron du droit public. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un régime commun, à un régime pour tous les communs fonciers. Régime pour tous les communs fonciers, parce qu'en fait, on ne peut pas simplement vampiriser ceux qu'on arrive à vampiriser et laisser les autres un petit peu en déshérence. Voilà, donc les éléments qu'on pourrait proposer de manière, les éléments sur lesquels en tout cas il faudrait insister, c'est que quand on a un commun foncier, il y a un moment, il y a un droit, soit un droit de propriété, soit un droit de jouissance qui est collectif, donc c'est un droit qui appartient à la communauté, qui n'appartient pas à des individus, mais à une communauté dans laquelle on rentre ou on sort selon des modalités à déterminer. Ce droit interdit de modifier la destination des biens, ça interdit par exemple de transformer des terres agricoles en terres à usage d'habitation, ça interdit de construire sauf quand c'est dans l'intérêt de la communauté. Et ensuite, en plus de ce droit réel donc, qui bénéficie à la communauté, on a des droits qui sont personnels et individuels à chaque habitant. Donc c'est des droits de jouissance en qualité d'habitant ou en qualité de membre du groupe. Et il faudrait reconnaître aussi, bien sûr, la fonction sociale de ces communs qui permettent, par exemple, de promouvoir l'agriculture extensive plutôt que l'agriculture intensive. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi reconnaître la démocratie locale, c'est-à-dire permettre aux bénéficiaires du commun d'encadrer les modes de gestion, de s'auto-gérer, plutôt que de leur imposer, en fait, finalement, un régime de droit public avec des règles administratives qui ne sont pas du tout adaptées à la situation. Donc voilà, c'est ce que m'évoque en tout cas cette typologie des communs, et typologie qui permet de retirer quand même un régime. On a un droit réel qui bénéficie à la communauté, et puis ensuite on a l'exercice individuel des prérogatives attachées à ce droit, donc qui est pour chaque membre, chaque habitant. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé.